j'ai donc le président de la IGCEV, Gilles Barré, et puis le directeur des opérations avec Jean-Louis Revol. Et on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je vais demander à Gilles, qu'est-ce que c'est que le CEV? Il faut nous rappeler ce que c'est, la description, et puis pourquoi c'est merveilleux. C'est merveilleux, en effet. Bonjour à tous. Donc là, tout le monde ne connaît pas ce que c'est qu'un cachet électronique visible, mais en fait, tout le monde connaît ce genre de code. Donc là, il est assez gros. C'est un code 2D, hein, donc que ce soit un QR code ou un data matrix, peu importe pour nous. Et donc, quand on voit ça, on se dit, bon, ben, on connaît, hein, c'est un code 2D. Ben oui, mais un code 2D, ce n'est rien d'autre qu'une boîte. Et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et la spécificité du cachet électronique visible, c'est que toutes les données qui sont dans cette boîte-là sont signées électroniquement. Donc ça veut dire que celui qui va flasher, lire ce QR code, en l'occurrence, avec une application dédiée, va pouvoir vérifier si les données qui sont à l'intérieur sont correctement signées électroniquement. Donc l'application dédiée, que vous pouvez télécharger, je vous donnerai des éléments tout à l'heure, vous permettra de vérifier que la signature est correcte et vous affichera les données signées électroniquement qui sont autoportées dans le cachet électronique visible. Ce qui est important, c'est d'entendre autoporter, parce que ça respecte absolument le RGPD. On ne va pas avoir accès à une base de données dans laquelle seront les données. Donc, c'est pour l'essentiel. Est-ce que tu veux que je continue à développer un peu plus ou est-ce que tu m'interroges après? Non, je peux te réinterroger, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on a des données qui sont signées électroniquement. Et puis, moi, j'ai quand même une question à te poser. C'est finalement, ça ressemble beaucoup au 2D Doc qui avait été créé par la NTS. Eh bien, il n'y a pas de secret, puisqu'en fait, c'est à partir du 2D Doc, donc un cachet électronique visible de la marque 2D Doc, qui est la marque de l'État, qui avait été créé à l'origine à la NTS pour sécuriser les justificatifs de domicile qui étaient présentés à l'occasion des demandes de passeport, qu'en fait a été créé l'ancêtre, je dirais, du cachet électronique visible actuel. En fait, c'était tout à fait intéressant, donc on s'y intéressait. On s'y est tellement intéressé qu'à la FNTC, encore à l'époque, nous avons proposé de normaliser ces spécifications, en les modifiant un petit peu de la NTS, et que ce faisant, on a fait marcher notre cerveau et qu'on a trouvé un processus tout à fait nouveau, que nous avons normalisé AFNOR dans un premier temps, puis ISO. Et donc nous avons une norme AFNOR et deux normes ISO, une de format, l'autre de gouvernance, pour le cachet électronique visible dont je vous parle là. Mais évidemment, l'origine, c'est ce qu'on appelle le 2D Doc, mais qui est un nom de marque, hein, duquel est parti ce processus. Et justement, pourquoi est-ce qu'il a fallu faire plusieurs étapes dans la normalisation par rapport au 2D Doc? On aurait très bien pu continuer à travailler uniquement sur le 2D Doc. Gilles, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'au niveau des applications privées, il fallait s'affranchir du fait de mettre à jour les applications de lecture. Donc, un des points clés, c'est que nous avons développé une application lecteur authentique, un lecteur universel, multilingue, qui est capable, dès lors qu'il a à décoder un code normalisé ISO, de pouvoir tout de suite le décoder sans avoir à mettre à jour l'application. Avant, il y avait 3 prestataires qui développaient une application qu'ils devaient mettre à jour en même temps à chaque fois qu'il y avait un nouveau cas d'usage, ce qui veut dire qu'elle devait être retéléchargée par ceux qui l'utilisaient. Là, il y a un outil unique qui est téléchargeable par tout le monde, gratuitement, et qui permet, quand il découvre un nouveau cachet électronique visible, fût-il créé la veille et émis la veille, de pouvoir le lire sans avoir à mettre à jour
l'application elle-même. Donc c'est parce qu'on utilise ce qu'on appelle une mécanique qui s'appelle le manifeste. Donc le lecteur dit « Ah, c'est la première fois que je vois ce code, je vais aller chercher la grille de décodage, je la mets sur mon téléphone mobile, et à chaque fois qu'il va voir ce cas d'usage, il n'aura plus besoin d'aller le chercher puisqu'il l'aura sur son téléphone mobile, et en étant hors ligne, il pourra absolument décoder le code. S'assurer que c'est un vrai cachet électronique visible, signé électroniquement correctement et auquel on peut faire confiance. Et cette application, elle a été développée par les équipes de Jean-Louis Revol, et je vais lui demander d'abord, avant qu'on passe au cas d'usage, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est toute la partie cas d'usage et aussi l'apport pour la cybersécurité, mais quels sont les autres outils qui ont été développés sur cette partie-là, sur la partie lecture du CEV? Donc évidemment, la première chose, c'est à partir du moment où ce CEV a existé, ce qui était intéressant, c'était de développer un écosystème autour de ce... Plus près du... Moi, je parle. Ok. Donc, ce qui était intéressant, c'était effectivement de développer un écosystème autour de ce CEV pour de multiples applications. Comme vous l'avez compris, quelque part, le CEV, tel qu'il est aujourd'hui, défini dans les normes, est un objet, on va dire, un peu générique, qui va être utilisé dans différents types de cas d'usage. Ces cas d'usage pourront être extrêmement variés, puisque ça va pouvoir aller... sa destination d'origine, la sécurisation documentaire, mais pourquoi pas l'utiliser pour faire du contrôle d'accès, pourquoi pas faire des cartes d'identité, pourquoi pas faire un certain nombre de choses, des tickets de sport et ce genre de trucs. Donc il fallait développer un écosystème. Le premier élément de l'écosystème, Gilles en a parlé dans son introduction, ça a été le lecteur universel qui permet de se connecter et de lire n'importe quel cas d'usage existant. Aujourd'hui, ce lecteur permet de lire tous les codes, on va dire le format de code, c'est-à-dire que ce soit des data matrix, QR code, Aztec, tout ce qui est standard. Il va être capable de lire effectivement toutes les formats de données qui ont été définis dans l'ISO, plus un format qui a été ajouté après la norme qui s'appelle la photo. La photo d'une personne ou la photo... de ce qu'on veut finalement, d'un champignon, tiens, pourquoi pas. On pourrait effectivement utiliser, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir rajouter dans ce CEV une photo. Alors évidemment, pour pouvoir avoir une photo, il faut être capable d'avoir un système capable de reconnaître la photo, c'est-à-dire que quelque part, il faut une caméra. Si on veut faire du contrôle d'accès, il faut un lecteur connecté à un portillon. Donc tout l'écosystème permettant d'utiliser ce CEV a été développé. Il existe un lecteur universel, bien sûr, comme on l'a dit, mais il existe aussi un deuxième lecteur, moins standard, qui s'appelle le BioSeal Reader, qui lui permet de faire de la biométrie, donc plutôt dédié au monde de l'identité. Voilà à peu près ce qui a été développé aujourd'hui. Mais Jean-Louis, photo et biométrie, c'est quelque chose qui est très surveillé par le RGPD et par la CNIL. Tout à fait, ça a été d'ailleurs une des questions. Parce que justement, hier, Bertrand Payès, qui était sur la première table ronde, l'a bien rappelé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour être aussi conforme au niveau du RGPD et peut-être, je ne sais pas, d'avoir l'approbation de la CNIL? Alors justement, la CNIL, bon, sont nos amis depuis longtemps. Du moins, je parle d'ID3, puisque nous sommes les inventeurs du match on card pour ceux qui tremblent dans l'identité. Quelque chose qui a été déjà accepté par la CNIL. Et donc, dans le même esprit, le code qui a été développé est un code qui porte toutes les informations à l'intérieur. C'est-à-dire, quelque part, à aucun moment, il y a besoin de se connecter à une base de données pour créer ce code, y compris avec la photo ou la biométrie. Tout est contenu dans le code. Donc, la CNIL, effectivement, accepte cette approche. La photo, en plus, a une petite particularité, là c'est un petit côté humoristique. Pour ceux qui connaissent le monde de la biométrie, comme elle est relativement compressée, la distance entre les yeux est inférieure à 60 pixels, ce qui fait que, on va dire, beaucoup de gens considèrent aujourd'hui, et les États considèrent que ce n'est plus de la biométrie, donc c'est facilement acceptable. Voilà. Et sur cette partie-là, est-ce que tu as un cas d'usage intéressant sur le recours
de la reconnaissance faciale avec un CEV. Je crois qu'il en existe un. Alors aujourd'hui, il y en existe plusieurs, donc je vais utiliser le petit dernier, puisque le petit dernier, il a été mis en service il y a 2 jours. Donc en fait, c'est une application qui a été faite pour une université en Afrique, qui consiste à avoir une carte d'étudiant basée sur un CEV, contenant toute la partie biométrique, c'est-à-dire empreinte digitale, et la face, de façon à pouvoir traiter différents problèmes. La face est utilisée essentiellement pour gérer des accès, et l'empreinte digitale est utilisée pour gérer des paiements, puisqu'effectivement, cette carte d'étudiant va être utilisée pour gérer tous les services sociaux associés à cet étudiant, c'est-à-dire l'accès à la cantine, au restaurant universitaire, pardon, l'accès aux chambres, puisque vous savez qu'en Afrique, il y a un certain nombre de problèmes de sous-location. Et donc, effectivement, ce CEV va permettre d'assurer ces contrôles. Évidemment, ce CEV va être utilisé dans une deuxième phase du projet pour émettre des diplômes sécurisés. Puisque qu'est-ce qui est important dans un diplôme, c'est de savoir si l'université qui l'a émise est bien la bonne, savoir si ce diplôme est bien un vrai document, et deuxièmement, est-ce que le porteur du diplôme est bien le bon porteur. Donc effectivement, l'ajout de la biométrie permet effectivement de résoudre cette question. Donc c'est comme Paraf, avec en plus plus de biométrie que Paraf, plus de connexion réseau, plus de base de données centralisée. C'est ça. On est entièrement, c'est sous le contrôle de l'utilisateur. Voilà, c'est complètement ça. Alors il faut être un petit peu honnête sur certains sujets. Effectivement, au moment où on va créer le biocile, il va y avoir un moment où les données peuvent transiter dans un serveur, mais ne vont pas y rester. Et deuxième chose, après, certains pays considèrent qu'il faut quand même avoir une base de données, mais ça, c'est de la politique. C'est plus dans notre contexte à nous. Effectivement, on n'a besoin de rien du tout. Voilà, ça permet de fonctionner complètement en autonomie. Complètement en autonomie. Et même sans réseau, puisque c'est aussi un des gros intérêts. C'est un des gros intérêts, notamment dans les pays émergents. C'est un gros intérêt, c'est qu'en fait, les connexions ne sont pas toujours très bonnes. Une fois que le lecteur a été connecté une première fois, effectivement, on va pouvoir fonctionner en mode totalement déconnecté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Y compris biométrie, bien entendu. La biométrie, tout est faisable en déconnecté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage dans lesquels on pourrait, par exemple, payer une facture avec aussi la reconnaissance du payé et sa photo? Voilà, alors justement, il y a un des cas d'usage qui a été développé pour la Côte d'Ivoire. Donc celui-là, il est gros, vous le voyez bien, parce que c'est un panonceau, c'est pas un document. Donc c'est un petit panneau qui est mis à l'entrée de chaque artisan ayant payé, disons, et membre de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, qui permet, donc quand vous le scannez, donc vous pourriez le scanner du fond d'ailleurs, vous permet de reconnaître si l'artisan c'est bien le bon, parce que vous avez sa photo à l'intérieur. Vous allez pouvoir vérifier si l'artisan est effectivement en règle avec la législation, et vous allez pouvoir payer l'artisan directement en vous connectant à une plateforme, une cross-plateforme de paiement mobile. Donc depuis ce code, vous payez votre facture et vous êtes sûr de payer à la bonne personne. Voilà un exemple. Après, il y a d'autres exemples amusants qui nous ont été... Alors, l'intérêt d'avoir ce code un peu générique fait que les gens qui s'y intéressent nous donnent de nouvelles idées. Typiquement, récemment, alors vous savez qu'il y a eu la Cannes en Afrique, on a été sollicité pour faire les billets de la Cannes, pour éviter donc le marché noir, pour éviter ce genre de choses. Et malheureusement, on nous a interrogé 15 jours avant la Cannes, c'était un peu tôt, mais depuis, on a développé en prévision de la prochaine, avec la fédération ivoirienne de basket, un ticket d'accès au match de basket, utilisant donc ce code qui permet effectivement de garantir que le code est utilisé qu'une seule fois par la bonne personne. Donc ça évite la revente, ça évite tout ce genre de choses. Donc là, on a identifié l'artisan, on a authentifié et sécurisé le lien qui va permettre le paiement. Donc là, c'est quel type de paiement qu'on a au niveau de l'Afrique ? C'est du paiement mobile. Là c'était un Orange Money dans ce cas. C'est un Orange Money, mais on pourrait très bien l'imaginer avec une initiation de paiement en
SCT INS, donc en virement instantané, ça marcherait aussi bien. Il y a un projet d'ailleurs de paiement de facture, type, on va dire EDF, local, dans un pays, qui est effectivement, vous allez recevoir votre facture, vérifier que la facture est donc la bonne facture, émise par le bon opérateur, et vous pourrez la payer en instantané. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est un pilote. C'est pas encore en production, pour être clair avec vous. Je pense qu'il y a des applications qui sont généralisées. Aujourd'hui, la plupart des opérations généralisées, c'est des sujets qui sont importants pour l'identité, puisque vous savez que l'identité, souvent, et notamment en Afrique, il y a eu beaucoup de fraude à l'identité, mais chez nous aussi. Et cette fraude à l'identité, en fait, elle intervient par ce qu'on appelle les breeder documents, c'est-à-dire les documents de preuve. Or, aujourd'hui, la plupart des fraudes passent par ces documents. Aujourd'hui, donc, la plupart des choses, donc, par exemple, les pays ont commencé à prendre conscience de ce genre de choses et la première chose qu'ils ont demandé, c'est que tous ces documents de preuve, comme l'avait fait la NTS historiquement en France, soient sécurisés par CEV. Il y a un décret qui va sortir notamment en Côte d'Ivoire d'ici une quinzaine de jours, obligeant tous les documents de l'État à être porteurs de CEV. Voilà. Donc aujourd'hui, les premières choses, ça a été évidemment les extraits de naissance, les certificats de domicile, c'est les premières choses qui ont été mises en production. Donc il n'y a pas qu'en France qu'on fait du CEV sur les documents. Tout à fait. Il y a même plus de CEV aujourd'hui hors France qu'en France, ça c'est clair. Voilà. Et là, je vais me tourner vers Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres pays autres que la France et que la Côte d'Ivoire et que le Sénégal qui utilisent aujourd'hui massivement Absolument. le CEV? En fait, ça me donne l'occasion de rappeler qu'en fait, cette technologie, c'est à la fois une technologie normalisée ISO, mais que c'est aussi un environnement de confiance. Quand vous avez de la signature électronique, vous avez un certificat, vous pouvez signer un vrai ou un faux. Quand vous êtes dans l'environnement de confiance du cachet électronique visible, tout le monde ne peut pas avoir un certificat de signature, et tous ceux qui voudraient l'avoir ne l'auront pas nécessairement, puisque là, nous agréons les gens comme metteurs de documents. Et donc, bien évidemment, si c'est un État, un ministère, une grande entreprise, pour des cas d'usage, il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un voulait s'amuser à détourner un cas d'usage pour faire de la fraude, eh ben, on va éviter. Et donc, alors, c'est l'élément important, l'environnement de confiance. Et à IGCV, il y a le I, c'est international. Et aujourd'hui, nous avons des membres de 8 nationalités différentes. Donc on avait commencé par la France, le Canada, la Tunisie, j'oublie, je suis pas dans l'ordre, c'est pas grave, on a l'Autriche, on a l'Allemagne, et bien évidemment nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Bénin, et nous avons incessamment sous peu le Sénégal et d'autres pays. J'ai compté tout à l'heure, grosso modo, on va être 13 assez rapidement. Donc c'est important que si on est dans la zone Méditerranée, par exemple, il y a beaucoup de flux de population d'un endroit à un autre, avec une même application, n'importe qui, n'importe quelle autorité administrative ou autre, peut vérifier les documents. Donc c'est quelque chose d'important. Donc nous travaillons à faire en sorte que nous développions vraiment notre réseau international, et normalement, là, dans les mois qui viennent, nous devrions avoir un pays qui connaît rien du tout à la technologie, c'est-à-dire la Corée du Sud. Donc ils adoptent cette technologie. Donc déjà, vous voyez, c'est un signe de confiance qu'on peut avoir. Et donc notre besoin et notre pari, c'est de faire en sorte que l'Europe, les États de l'Union européenne, adoptent ce procédé. Juste pour bien illustrer l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'Union européenne, prenons le cas d'usage du cachet électronique visible qui figurait sur les attestations de vaccination Covid. Chaque pays avait développé sa propre application, comme en France, et avait utilisé son propre cachet électronique visible non normalisé. Ce qui fait qu'en fait, quand c'est venu au niveau européen, l'Union européenne a été obligée de payer quelques dizaines de millions d'euros, je ne connais pas le montant exactement, pour faire ce qu'ils appelaient des passerelles entre les systèmes d'information pour que ça soit interopérable. Alors qu'il lui suffit, tout bêtement, dans chaque pays, d'adopter un cachet électronique visible, interopérable et multilingue, et de garder son application, mais juste de lui substituer un cachet électronique visible normalisé.
Et du jour au lendemain, vous étiez en Lituanie et vous pouviez avoir un document qui se lisait aussi bien en anglais, je sais pas, en allemand, en russe, en lituanien, et sans vraiment dépenser des fortunes, ce qui était le cas. Voilà, c'est pour vous donner la puissance de ça. Et donc on aimerait bien faire en sorte qu'au niveau de l'Europe, ils aient conscience de cet outil qui permet de rapprocher les Européens et de pouvoir être plus sûr des documents qu'on va échanger. Voilà, donc ça vous donne la puissance de cet élément. Donc c'est multilingue et aujourd'hui, opérationnellement, on a combien de langues? Toutes les langues européennes. Langue européenne, plus le vietnamien, le coréen, l'arabe. Ouais, voilà. Donc par exemple, le japonais bientôt. Les cachets électroniques visibles tunisiens, eux, ils ont commencé très tôt. Hein. Ils ont pris la première génération de la NTS. Il y a plus de 70 cas d'usage. Eh bien, le fait que ça soit multilingue, ça simplifie, ils sont en train de basculer avec la nouvelle norme, ça simplifie largement le fait que pour leur cachet électronique visible, d'entrée, ils le créent en arabe et en français. Voilà. Donc c'est la dimension que je voulais bien souligner, c'est l'environnement de confiance. Et en fait, nous, on a vocation à faire adhérer un nombre de pays de plus en plus important. Voilà. Alors maintenant, pour la cybersécurité, qu'est-ce que ça va être la valeur ajoutée du CEV au niveau du phishing, par exemple? Alors voilà, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que bon, vous connaissez tous maintenant le mot, en français c'est hameçonnage, mais avant on disait phishing. Et en fait, on a vu à la télé il y a 3 semaines, aux actualités de 20 heures, que des gens qui avaient des belles autos, qui allaient faire la recharge électrique sur des bornes qui étaient dans le Loiret. Il y avait un QR code qui était là, et donc ils se sont branchés pour s'identifier et pour faire le paiement. Puis au moment où ils ont voulu charger, ils s'étaient identifiés, ils avaient fait le paiement, mais ça marchait pas. Tout simplement parce qu'il y avait eu du phishing. C'est-à-dire qu'en fait, les escrocs avaient mis un faux QR code avec un lien, qui était faux bien évidemment, qui renvoyait sur un site qui avait l'air d'eux, qui inspirait confiance. À Paris, c'est la chose qui est faite aussi sur des faux PV. Hein. Si vous payez tout de suite, ça vous coûte moins cher que si vous attendez pour payer, donc mettez vos coordonnées et ainsi de suite, et ça marche du feu de Dieu. Et donc c'est quelque chose, le phishing est quelque chose qui est promis, qui était promis à un bel avenir, mais heureusement, nous sommes là, j'espère qu'on utilisera notre technologie, pour faire en sorte que tous ceux qui sont émetteurs de QR code les sécurisent avec un cachet électronique visible. Nous, dans quelques semaines, l'application que nous avons ici, qui était faite, qui était dédiée simplement à la lecture des cachets électroniques visibles interopérables, qu'ils soient anciennes normes ou nouvelles normes, va pouvoir lire tous les codes QR ou data matrix, sécurisés ou non. Si monsieur ou madame Nobody flash, la plupart du temps ce sera un code normal, on leur dira le message, attention, ce code n'est pas sécurisé, êtes-vous bien sûr de vouloir poursuivre, surtout quand il y a un lien Internet. Et puis si jamais il est sécurisé, bien évidemment, ils pourront le décoder. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on peut penser que c'est un caractère anecdotique, mais demain, ça ne va pas être du tout anecdotique. Pourquoi? Puisqu'en fait, vous connaissez tous les codes barres, ceux qui passent à la caisse, sur les milliards de produits qu'il y a. Et en fait, l'organisation internationale qui s'appelle GS1 va basculer. Donc au 1er janvier, 1er janvier 2027, tous les produits qui vont passer à la caisse auront un QR code GS1 avec un lien Internet permettant d'accéder au site du produit de la marque. Sauf que, de la marque du produit, pardon. Sauf que, il n'y a pas de sécurisation. Donc vous êtes escroc, c'est un chantier industriel fantastique, puisqu'il y a des milliards de produits qui passent tous les jours à la caisse. Même si vous arrivez à choper qu'un sur 100 000, pour vous c'est bingo. Donc il faut d'ores et déjà éduquer et faire télécharger l'application qu'on va sortir, qui vous permettra de lire tout, et les codes sécurisés. Donc là, on essaye de faire des démarches pour qu'on puisse pousser cette application, qui est gratuite, pour qu'en fait, on évite que monsieur et madame Nobody, j'évite de le dire madame Michu parce que ça fait toujours un peu... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens
qui pensent toujours que ceux qui se font escroquer, bah, c'est des gens qui sont pas malins. Eh ben, écoutez, il suffit de regarder tous ceux qui se font escroquer. Bah, je sais qu'il y a un éminent sénateur qui s'est fait escroquer avec un faux RIB. Il y aurait eu un cachet électronique visible sur ce RIB, il ne se serait pas fait escroquer. Et le type, c'est pas un couillon. Hein. Donc ça peut arriver à n'importe qui, même les gens les plus éduqués. Hein. Donc il ne faut pas penser que dans les nouvelles technologies, il n'y a que les gens qui connaissent rien, ceux qui sont vieux, ceux qui n'ont pas été éduqués, qui sont à voir. C'est pas vrai. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose, d'un point de vue sociétal, qui est important. Donc j'espère que des sociétés comme des grandes banques nationales ou autres, qui sont engagées dans la responsabilité sociétale, dans le RSE, feront l'effort de communiquer et participeront au financement de notre association, qui est une association loi 101, qui a un budget très modeste et qui a certains éminents collaborateurs qui le font totalement bénévolement. Voilà. Donc on aimerait bien que les gens qui ont une responsabilité sociétale, en particulier au niveau français, s'engagent dans le processus. Merci, Monsieur le Président. Je vais juste, avant qu'on termine, en ce moment, on est en train de débattre de la loi SREN. Et qu'est-ce que le CEV peut apporter sur la partie reconnaissance de l'âge, non-divulgation des données d'identité. Jean-Louis, tu as peut-être des propositions, et il y a peut-être des démonstrateurs qui ont déjà été faits oui, à ce niveau-là. Effectivement, dans ce cadre-là, bon, c'était pas dans le cadre de la loi SREN, puisque le démonstrateur a été fait, c'était dans le nord du Canada, pour effectivement un problème de contrôle d'âge, pour accéder, bon là c'était pour accéder à de l'alcool, c'était pas un problème de site pédopornographique. Et effectivement, on utilise dans ce cas particulier, on a utilisé un CEV, une application qui ne permet d'introduire, là l'application est un petit peu spécifique, d'avoir accédé à l'information que de l'âge par rapport à un CEV d'identité. Donc effectivement, on peut, de la même façon que ça a été prévu dans d'autres solutions comme pour LT-Wallet, d'avoir accédé qu'à une partie de l'information. Comme par exemple diffuser l'âge. Donc dans ce cas particulier, sur la loi SREN, effectivement, on se trouve dans ces situations à pouvoir être compatible avec les attendus. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure ? Oui, quelque chose sur la cybersécurité. Il y a aussi une fonction qui va devenir très importante grâce au CEV. C'est comme ce CEV peut avoir une durée de vie très courte et peut devenir un jeton d'identité et donc être associé à des transactions, qu'elles soient bancaires ou informatiques. Notamment, dans certains cas, vous avez tous besoin aujourd'hui, vous connaissez tous FIDO, vous connaissez tous ce genre de choses, mais vous n'avez pas, dans le cadre de FIDO, y compris avec les applications biométriques, une preuve imminente d'identité, puisque vous n'avez pas un lien fort entre l'objet et la personne. Grâce au CEV, on pourrait imaginer, le CEV n'est pas forcément quelque chose qui peut s'inclure que dans un QR code, mais peut très bien s'intégrer dans une puce. Et effectivement, puisque c'est un ensemble de données, est utilisé comme jeton d'authentification dans n'importe quel type de transaction. Et donc, va accroître la cybersécurité, puisque là, on sera sûr de qui on aura affaire. Voilà, c'était une petite remarque comme ça. Merci Jean-Louis, merci Gilles. On va laisser maintenant un petit peu de temps pour des questions. Et on se tient à votre disposition, enfin Gilles et Jean-Louis se tiennent à votre disposition, ils ont un certain nombre de cas d'usage et de démonstrations et de démonstrateurs pour après. Bonjour, merci pour cette explication du CEV et le potentiel du cachet électronique visible comme qu'un conteneur cryptographique au même titre qu'une puce, aussi bien pour des documents d'identité physique, mais des breeder documents ou toute attestation électronique. Aujourd'hui, ça ouvre la voie également à ce qu'on appelle l'identité numérique et ou au paiement également, et toute l'identité numérique avec les wallets. La France envisage d'utiliser des attestations électroniques avec cachet électronique visible. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus ? Et est-ce que vous avez envisagé de pousser cette norme et cette solution au niveau européen et de la Commission européenne comme une solution pour les attestations électroniques qualifiées, mais également pour en fait sécuriser les transactions pair à pair entre un relaying party, un fournisseur de services et un utilisateur pour empêcher le squishing, puisqu'en fait toutes les solutions sont envisagées sous forme
d'un code à 2 dimensions, ce qui est y compris pour le paiement. Donc, est-ce que vous avez pu dialoguer avec la DG Connect, voire la DG FISMA pour les secteurs financiers? Alors, Merci. effectivement, on s'est intéressé à ce qui se passe dans l'e-wallet. Dans l'e-wallet, a priori, au premier degré, le CEV peut être vu comme un MDoc. Donc, effectivement, par contre, effectivement, il y a certaines fonctionnalités qu'il faudra faire un petit peu évoluer pour être totalement compatible avec ce qui est demandé dans le... Par contre, en tant qu'objet d'engagement, effectivement, on va, puisqu'aujourd'hui, dans la norme qui est envisagée sur le e-wallet, l'engagement n'est pas, l'échange pair à pair, comme tu dis, n'est pas très sécurisé. Donc, effectivement, on apporterait, si effectivement on utilisait un CEV comme élément d'engagement, effectivement, une sécurité supplémentaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais en fait, il est dans le domaine du e-wallet, je ne suis pas un expert. Hein. Donc il y a donc le conglomérat Potential. Normalement, la tête de file de Potential, c'est la NTS plus les Allemands. Mais en fait, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles et d'état d'avancement de ce qui se passe. Je ne suis pas sûr qu'on soit hyper proactif dans ce domaine. Et donc, c'est peut-être dommage, mais effectivement, si on pouvait avoir des connexions européennes au bon moment, on est preneur. Donc, si certains d'entre vous peuvent nous aider dans ce domaine, ils seront les bienvenus. Il y a quand même eu un démonstrateur qui a été fait pour la NTS et que vous pouvez tester sur la dématérialisation du permis de conduire. Et puis il y a quelque chose aussi qui est intéressant et peut-être qu'on a un petit peu oublié de décrire, c'est que ça permet également de reproduire exactement à l'identique le document original. C'est-à-dire que là, quand vous allez scanner le CEV, eh bien vous allez reproduire le permis de conduire. Quand vous allez, il y a aussi Pour le diplôme France Cybersécurité depuis l'année dernière. Donc vous voyez le diplôme, ici il y a et puis il y a un petit cachet électronique visible qui se voit pas tellement. Et en fait, quand vous flashez dessus, eh bien vous avez la reproduction qui apparaît sur votre téléphone mobile. Donc c'est assez intéressant, n'est-ce pas? Monsieur Florent Tournois de FIN, lors des différents derniers webinaires, a bien indiqué des attestations électroniques qualifiées avec le cachet électronique visible. Pour toutes les attestations, ce n'est pas qu'une démo. Le permis de conduire tel qu'il est lancé aujourd'hui, il intègre le cachet électronique visible. Ben, parfait. Sans la photo, mais cachet électronique visible. Parfait. Parfait. Merci, merci Jean-Louis, merci Gilles. Je crois qu'on peut les applaudir parce que expliquer en 30 minutes ce qu'est le cachet électronique visible et en plus décrire les cas d'usage, c'est quand même pas facile.